Manaz Charali, merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran. À vos côtés, Didier Idjadi, bonsoir. Merci d'être Bonsoir. ici. Vous êtes sociologue au CNAM, universitaire et vous êtes réfugié politique iranien. Bonsoir, Gil Miaeli, vous êtes directeur de la publication de la revue Conflit et toujours avec nous, Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph. Je me tourne d'abord vers vous, Gil Miaeli, puisque sur cette actualité-là, sur cette nomination de Yahya Sinwar, nouveau patron, nouveau chef en tout cas politique du Hamas. Quel va être le sort des négociations des otages israéliens désormais? Je pense que ça va le compliquer peut-être logistiquement, mais sur le fond, le partage entre une branche militaire et une branche politique, c'était une fiction. Ça a permis à ceux qui voulaient garder les contacts avec le Hamas de sanctionner une branche militaire, la qualifier de terroriste, et en même temps dire non, mais les autres sont des diplomates, donc avec eux, on peut avoir des contacts. On voit maintenant que c'était une fiction, peut-être utile, mais c'était une fiction. Dans le rapport entre le Hamas extérieur et le Hamas Gaza, on sait que c'est Sinwar et les autres qui ne sont plus avec nous, comme Arouri et les autres, qui ont géré, qui avaient la main, parce que c'est eux qui pouvaient lancer des roquettes, c'est eux qui pouvaient donner d'ordres d'attaque au commando de Hamas. Et donc, de fait, Yahya Sinwar est à la tête de Hamas depuis bien longtemps. L'armée israélienne, Anne-Elisabeth Moutet, considère ce soir qu'il faut éliminer le plus rapidement possible le nouveau chef politique du Hamas. Du coup, les négociations qu'il pouvait y avoir entre le chef politique du Hamas et le Qatar ou d'autres diplomates pour tenter de libérer les otages, ça y est, ça s'est terminé. Écoutez, je ne suis pas sûr que ces négociations sont allées très loin, si ce n'est pour avoir éventuellement des avantages ponctuels et la libération d'otages contre un nombre important de prisonniers qui étaient des prisonniers de droit commun dans la mesure où ils avaient tué du monde en Israël. Mais il faut aussi se rendre compte que Sinwar il a passé 13 ans en prison en Israël. 22 ans. 22 ans en tout. Ah ben, j'avais raté un séjour en prison. L'homme qui est aujourd'hui à la tête des services de renseignement de l'armée a eu un début assez intéressant. C'était un dentiste parlant arabe qui s'occupait des dents des prisonniers. Et il a remarqué que les gens du Hamas étaient très différents des gens du Fatah, parce que les gens du Fatah avaient des dents gâtées, parce qu'ils avaient mangé des sucreries, etc. Alors qu'il y avait des dents impeccables chez les gens du Hamas, qui étaient pratiquement des moines soldats, dirigés notamment par quelqu'un comme Sinwar, qui leur avait construit un corpus idéologique, qui est un corpus idéologique meurtrier et absolu. Il est allé raconter ça, en tant que dentiste, il est allé raconter ça à ses supérieurs militaires, en leur disant, écoutez, il faut s'intéresser à ces gens-là parce qu'ils pensent différemment, ils calculent différemment, il y a de la discipline, alors qu'il y en a beaucoup moins chez les autres. De là, enfin, au bout d'un certain temps, il a fini par devenir le chef des services secrets militaires. Il faut aussi savoir qu'on a trouvé, après le 7 octobre, on a pu dévoiler le plan de Yahya Sinwar pour ce qu'il pensait être une guerre victorieuse, menant à l'occupation complète de ce qu'ils appellent l'entité sioniste, c'est-à-dire le pays d'Israël, avec des plans extrêmement clairs sur qui on devait tuer tout de suite, beaucoup de monde, qui on devait pouvoir laisser partir sans un centime, évidemment, du pays, de leur pays, qui étaient des gens dont on pouvait tracer la naissance personnelle ou celle de leurs parents tout de suite. Ceux qui avaient fait profiter de la terre palestinienne pour faire des études et donc qui devaient un travail pratiquement d'esclaves intellectuels et ils auraient été gardés prisonniers avec l'obligation de pratiquer la médecine et d'autres choses. Donc c'est une espèce de vision de Khmer Rouge complètement totalitaire et les Israéliens en savent plus que moi bien sûr qui est juste on imagine on comprend bien sûr qu'ils n'ont pas du tout envie de discuter avec cette personne. Manaz Charali, évidemment il y a cette personnalité, en tout cas cette nomination du nouveau chef politique du Hamas, mais revenons peut-être à ces représailles de l'Iran. On dit depuis maintenant 5 jours, notamment avec vous, Gil Miaeli, que ces représailles sont imminentes. Chaque jour qui passe, on se rapproche de plus en plus de ce moment.
Écoutez, personne ne peut répondre à votre question parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des dirigeants iraniens, mais paraît-il qu'ils se félicitent de l'élection de Yahya Sinwar parce qu'ils disent que c'était leur candidat préféré. Donc on voit à quel point les dirigeants iraniens manipulent et instrumentalisent le conflit israélo-palestinien. Ils en profitent. Parce que c'est un État qui vit grâce aux crises. Plus il y a de crises autour d'eux, mieux ils vivent. Alors donc, en aucun cas, ça on peut être sûr, en aucun cas, tant que la République islamique est en place, tant que les ayatollahs sont au pouvoir, on ne peut pas attendre la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Parce que ce conflit a été profondément instrumentalisé par les dirigeants de la République islamique. Donc, tant que la République islamique est là, la guerre va continuer. Et les massacres vont continuer entre les Israéliens et les Palestiniens. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche expliquait que personne ne savait et personne n'arrivait finalement à décrypter le logiciel de l'ayatollah Khomeini justement sur ce niveau de représailles. C'est en tout cas un personnage qui a on va dire un logiciel particulier. Écoutez, le problème c'est que ils ne savent pas eux-mêmes comment ils vont réagir. Pendant 45 ans, ils ont promis la mort aux Israéliens. Aujourd'hui, ils ont été frappés par les Israéliens. Ils n'arrivent pas à riposter. C'est quand même extrêmement honteux pour eux devant leur base pour expliquer leur inaction, leur absence, leur peur. Parce que même leur base ont compris que les dirigeants iraniens, ils ont peur parce que c'est leur survie qui est en question. Didier, justement, Idjadi, sur cette question, c'est vrai qu'on se pose tous la question ce soir, quel sera le niveau de représailles iraniennes, puisqu'il y a la question de cette crédibilité militaire qui est en jeu désormais pour eux, après cette humiliation. Bien évidemment, vous parliez effectivement du logiciel du grand, disons, guide, ou bien Khomeini. En fait, il s'agit d'un grand dictateur totalitaire. Et qui a la seule logique, c'est la sienne, qui est bien travaillée par le fanatisme, par la haine vis-à-vis donc de la nation iranienne, mais également par la haine contre les Juifs. Et ça dépend de son instruction religieuse, mais également par effectivement ce qui a été dans le domaine de son éducation, si vous voulez là. Et donc aujourd'hui, le régime iranien veut agir, mais il ne sait pas comment ? Parce que effectivement, il y a beaucoup de paramètres à gérer, et à la fois situation fragilisée du régime lui-même, mais également au niveau donc de la société et les différents groupes du régime qui sont en opposition de plus en plus. Est-ce qu'on ne sous-estime pas un petit peu quand même les capacités militaires de ce régime iranien ? Si on sous-estime, vous dites ? Est-ce qu'on ne sous-estime pas justement un petit peu ses capacités militaires et ses capacités de réaction ? Écoutez, le régime iranien a beaucoup de capacités de répression contre le peuple iranien. Pendant la révolution Femmes, Vie, Liberté, en quelques mois, eh bien, à peu près, selon les organisations internationales, 600 personnes ont été exécutées dans la rue. Donc, il a une grosse capacité. Mais par contre, sur le plan, effectivement, de ces projections militaires, aujourd'hui, essentiellement, le régime iranien a développé beaucoup de missiles, Shahed 1, 2, 3, etc., qui peut atteindre à 300 km, voire jusqu'à 2000 km, si vous voulez, mais également des drones, et qui a permis également aux Russes de les utiliser dans leur invasion, effectivement, en Ukraine. Mais néanmoins, le matériel donc du système d'aviation en Iran, eh bien, ça date. C'est-à-dire les F-4, par exemple, là, ça date il y a à peu près une soixantaine d'années, si vous voulez, là. Absolument. Et conséquent, le système d'aviation en Iran n'est pas capable de faire face à des, effectivement, mécanismes de défense d'Israéliens. Manaz Charlie. Je retourne notre question. Je pense qu'on surestime la capacité militaire de la République islamique. Peut-être que ce n'est pas une puissance militaire, mais c'est une nuisance. Alors justement, on va poser la question au général Jérôme Pellistrandi, consultant des défense BFM TV. Mon général, personne ne connaît vraiment finalement ses capacités militaires, en tout cas à ces Iraniens. Il y a néanmoins une inquiétude avec
un possible soutien russe. Est-ce qu'il y a un axe désormais Russie, Iran, Chine dans ce renforcement des capacités militaires iraniennes? Alors il faut là aussi rester très prudent. Certes, Sergueï Shoigu, vous savez, l'ancien ministre de la Défense de Vladimir Poutine, qui est actuellement un conseiller spécial, était à Téhéran pour en quelque sorte soutenir le régime de Téhéran. Mais il faut bien souligner que la Russie elle-même est enferrée dans le bourbier ukrainien et qu'elle n'a pas les capacités de fournir autant d'armements à l'Iran qu'elle aurait pu le faire il y a quelques années. Et puis la Chine, elle a surtout besoin de stabilité. Elle a besoin de stabilité immédiate parce que ce sont les Jeux Olympiques de Paris et le sport chinois est un outil d'influence du soft power de Pékin. Donc ce n'est pas le moment en quelque sorte pour Pékin qui est une guerre majeure dans la région. Et puis Pékin regarde d'abord son économie et sa relation très complexe avec les États-Unis. Donc, penser qu'il y a un axe Téhéran, Pékin, Moscou, c'est plus peut-être dans le verbe que dans la réalité militaire. Par contre, et ça a été effectivement très bien souligné par les précédents intervenants, la puissance militaire iranienne est très forte pour réprimer à l'intérieur, mais elle n'est pas en mesure d'infliger des dégâts majeurs à Israël. Il pourrait y avoir des tirs de missiles, de drones, comme il y a eu au mois d'avril, mais même les Iraniens sont conscients de leur faiblesse militaire. Pourquoi? Parce que, en fait, comme cela a été dit, leur aviation est obsolète, leur marine est du même niveau des années 70, et donc ils sont obligés de trouver des niches en quelque sorte. Ce sont les missiles, mais avec un avantage, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle les proxys, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, et qui, eux, peuvent infliger des dégâts plus importants, parce qu'ils sont plus près d'ailleurs du territoire israélien. Oui, et c'est cette coordination Miaili qui inquiète cette communauté internationale. Oui, mais il faut essayer de se mettre en situation. Si jamais les scénarios de pire se réalisent... Ce serait lequel? C'est-à-dire ce déluge de missiles et des roquettes, essentiellement du Liban et de l'Iran, avec les Houthis qui contribuent, et peut-être de milices chiites en Irak ou en Syrie. Ce qui va se passer en Israël, c'est qu'il y aura des dégâts considérables. L'État va être plus ou moins paralysé, avec beaucoup de problèmes d'infrastructure, d'électricité, d'approvisionnement d'eau, etc. Peut-être des victimes civiles, mais aussi longtemps que les éléments vitaux, c'est-à-dire les bases de l'armée de l'air, les commandements de l'armée, la capacité de frapper restent plus ou moins intacts. Ce qui va se passer en même temps en Iran, c'est que les infrastructures iraniennes vont être dégradées très rapidement. La capacité aussi de produire et d'acheminer l'électricité, de produire et d'acheminer du gaz et de vendre finalement leurs matières premières, à savoir leur pétrole. Avant même, les Iraniens n'attendent que l'affaiblissement du régime et de ces outils de répression pour lui sauter à la gorge. Donc, imaginons une situation où, après quelques jours de bombardements israéliens sur infrastructures clés, des Iraniens dans plusieurs provinces ont l'impression que les forces iraniennes ne peuvent pas intervenir parce que l'autoroute est bloquée, parce que le dépôt de carburant est bloqué, parce que le train est bloqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les villes ou les villages? Ils vont égorger la police tout de suite, ils vont prendre la mairie, et on peut avoir des faux partout parce qu'ils n'attendent que ça. Ça pourrait arriver, ça, Mana Shirali? Absolument, c'est un scénario tout à fait plausible. D'ailleurs, les internautes iraniens... C'est-à-dire de finalement provoquer, de pousser la population à se lever contre le régime des mollahs?
En tout cas, ils le disent, les Iraniens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ils disent, ils s'adressent directement à l'état-major israélien en disant qu'attendez-vous, il suffit de faire un geste. Après, on va continuer pour renverser ce régime. Vous voyez donc vraiment la population attend un soutien pour pouvoir renverser le régime des mollahs parce que c'est un régime répressif. Je répète, n'arrête pas de tuer les Iraniens. Pas plus tard qu'hier, un jeune homme de 34 ans a été massacré, exécuté, tout simplement parce que c'était un opposant. Et d'ailleurs, ce n'est pas la probabilité de ce scénario qui est important. C'est exactement ça qui empêche de dormir Khamenei maintenant. C'est à ça qu'il pense. Anne-Elisabeth, je vous donne la parole dans un instant, mais Didier Djadi, vous partagez justement cette analyse de la société iranienne qui maintenant peut-être voit quelque part une opportunité pour se lever et faire tomber ce régime des mollahs? Bien évidemment, la grande majorité des Iraniens sont véritablement elle est consciente et elle est déterminée pour en finir avec le régime. L'Occident se trompe dans ses relations un peu avec une certaine complicité de continuer encore et encore avec le régime-là. Il faut comprendre une chose, c'est une analyse sociologico-politique. Ce régime-là et le peuple dans sa majorité, il y a une rupture politique qui est là, c'est-à-dire les gens, les Iraniens, dans leur majorité, rejettent le pouvoir dictatorial, et également religieux islamique, et également classe corrompue totalement, mais également le rôle de la femme, reconsidérer effectivement la place de la femme dans la société, et donc également aller vers une alternative démocratique et laïque. C'est la laïcité, c'est pas seulement pour la France. La laïcité, c'est pour tout le monde. Et également aujourd'hui, en Iran, on en réclame. Anne-Elisabeth Moutet, peut-être que la solution de cette impasse finalement au Moyen-Orient pourrait venir, comme le disent nos invités, de la population iranienne. On sait que le seul, les gens sur lesquels s'appuie le pouvoir iranien, c'est quelque chose comme 20% de la population, dont une bonne partie font partie des gardiens de la révolution. C'est d'ailleurs dans leurs locaux que Haniyeh était venu séjourner pour assister à l'enterrement de l'ancien président et où on l'a trouvé avec une bombe. Cet aspect-là, bon, d'abord on les déteste parce qu'ils rendent la vie des gens absolument impossible, parce qu'ils ont aussi appauvri le pays. Et enfin, parce que comme Monsieur Cherali l'a dit, ce sont des voleurs. Donc, il y a très peu, il y a un désir important, et pour peu que la machine répressive soit handicapée, dans ce cas-là, on a déjà vu les efforts extraordinaires au moment de la révolte des femmes, et d'un courage formidable, et les dirigeants iraniens sont tout à fait conscients qu'ils sont peut-être à l'aube de leur crépuscule des dieux, si on peut dire. Peut-être un dernier mot avec vous, Mana Cherali. La solution, je le redis encore une fois, du Proche-Orient, peut-être que sortir de cette impasse, c'est peut-être la population iranienne qui a les clés. Soyons clairs, les Iraniens ne peuvent pas tout seuls faire face à un État qui a 2 armées à sa disposition et plusieurs proxys. Les Iraniens ont besoin d'aide de la communauté internationale. Aujourd'hui, à leur avis, ce qu'ils disent, cette aide peut éventuellement de la part des Israéliens. Donc ils sont contents, ils se sentent complices. Voilà, c'est aussi simple que ça. Didier Djadi, très rapidement. Un dernier mot, vous avez évoqué effectivement du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a des maladies, lesquelles le despotisme et les dictatures dans tous ces pays-là, beaucoup de pays. 1, 2, l'islamisme, qui est effectivement l'islamisme politique également. Mais aussi, ce qui est important, c'est effectivement l'esprit démocratique qui doit se développer davantage, si vous voulez, là. Et donc, effectivement, pour le cas iranien, vraiment, c'est une situation la plus préparée à ce qu'il y ait effectivement un changement profond dans cette région du monde. Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va continuer, évidemment,